On va se plonger à la fin du règne du roi Soleil, Louis XIV. Une période qu'on imagine souvent comme un apogée, un sommet de gloire, mais en réalité, la France était soumise à une pression immense. Des guerres qui n'en finissent pas, des impôts écrasants, le royaume était vraiment au point de rupture. Et s'il y a bien un endroit où ce drame s'est joué avec une intensité folle, c'est à Rouen. Bon, écoutez bien ça. Cette phrase de l'archevêque de Rouen, elle nous donne une photo assez crue de l'ambiance. Les autorités, en fait, elles ne voient pas des sujets. Elles voient une poudrière sur le point d'exploser. Elles sentent cette colère qui monte, une colère qui vient du plus profond du désespoir. Derrière la façade dorée de l'époque, il y a des fissures profondes. Le coût des guerres de Louis XIV, c'est juste astronomique. Et évidemment, c'est le peuple qui paye la facture. Rouen, qui est un centre économique majeur à l'époque, illustre parfaitement cette tension entre l'apparat du pouvoir et la misère du quotidien. Le contraste à Rouen est violent, il est même saisissant. D'un côté, une concentration de richesses incroyable qu'on peut voir à travers les impôts que paye l'élite, et de l'autre, une pauvreté de masse, avec des dizaines de milliers de personnes qui dépendent de la charité juste pour survivre. Ces deux mondes cohabitent, mais ils ne peuvent plus faire semblant de ne pas se voir. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, ce n'est pas une seule cause, non. C'est la convergence de 3 crises majeures qui vont frapper Rouen en même temps. C'est cette accumulation, devenue totalement insoutenable, qui va mettre le feu aux poudres. Alors, décortiquons un peu ces 3 pressions. D'abord, une fiscalité qui est devenue tout simplement insupportable. Ensuite, une crise monétaire qui a pulvérisé l'épargne et la confiance. Et pour finir, la menace la plus primitive, la plus terrifiante de toutes, la famine. Pour financer ces guerres, le roi a littéralement pressé ces sujets comme des citrons. La taille, un impôt direct, a explosé. Mais ce n'est pas tout. De nouvelles taxes sont créées, comme la capitation et le 10e. Et là où ça change tout, c'est que contrairement à la tradition, elle touche absolument tout le monde. Les anciens privilèges sont brisés. Et ça unifie tout le monde dans le mécontentement. Et il y a encore plus insidieux. L'État s'est attaqué directement à la valeur de l'argent. Le seigneuriage, c'est une manipulation monétaire. En clair, l'argent que les gens avaient dans leur poche perdait de sa valeur du jour au lendemain, sur simple décret royal. C'était une sorte de taxe déguisée qui venait saper toute l'économie. Et là, c'est le coup de grâce. La conséquence la plus terrible ne se fait pas attendre. Le prix du blé, l'aliment de base, a plus que doublé en mai 1709. Pour des milliers d'ouvriers, ça ne signifie qu'une seule chose. La famine n'est plus une menace lointaine. Elle est là, à leur porte. Face à tout ça, la cocotte minute a fini par exploser. Mais la révolte, elle n'a pas pris une forme unique. On va voir maintenant comment cette colère populaire s'est manifestée, de la simple protestation jusqu'à l'insurrection pure et simple. On peut en fait distinguer 3 grandes formes de contestation. On a d'abord eu des explosions de colère, très spontanées, sur les marchés. Puis on a vu émerger des bandes organisées qui vivaient en marge de la loi. Et enfin, des soulèvements coordonnés qui étaient de vrais défis lancés à l'autorité locale. La forme la plus commune de protestation, c'était la rage des marchés. Il faut imaginer la scène, des femmes qui ont la charge de nourrir leur famille et qui se retrouvent face à des étals vides ou à des prix qui ont juste flambé. Forcément, la colère éclate, et elle vise directement ceux qui sont vus comme des profiteurs, les marchands et les spéculateurs. Mais la crise a aussi créé une forme de désordre beaucoup plus structurée. Le chômage a jeté des milliers de personnes sur les routes. Ces errants, comme on les appelait, se sont regroupés en bandes. Les plus connus, c'étaient les faussonniers, des contrebandiers de sel, qui ont créé une véritable économie parallèle, défiant ouvertement le monopole du roi, et parfois même avec la complicité des gens du peuple. Et le point culminant de toute cette agitation, c'est la grande émeute de l'été 1709. Là, on n'est plus dans l'explosion spontanée. La chronologie des faits est très parlante. Des ultimatums coordonnés, des attaques ciblées contre les symboles du pouvoir. C'est un vrai soulèvement organisé qui a montré que les ouvriers étaient capables de s'unir et de défier directement l'administration royale. Alors là, on pourrait se dire, ok, des émeutes violentes, coordonnées, ça annonce la révolution de 1789. Mais en fait, quand on analyse les faits, la conclusion est beaucoup plus nuancée et même assez surprenante. La question, elle est cruciale. Est-ce qu'on assistait à la naissance d'une conscience révolutionnaire qui voulait renverser la monarchie ? Eh bien la réponse, et c'est là que ça devient fascinant, c'est non. Pour comprendre cette nuance, il suffit de regarder qui étaient les vraies cibles. La colère du peuple, elle n'était pas dirigée contre le roi, ni contre la monarchie. Non, elle visait les intermédiaires, ceux qui étaient vus comme les responsables corrompus d'un système qui ne marchait plus, les collecteurs d'impôts, les spéculateurs et les fonctionnaires locaux. Et voici la clé de toute cette histoire. Ces révoltes, elles n'étaient pas révolutionnaires. Elles étaient au fond profondément conservatrices. Les émeutiers ne voulaient pas un monde nouveau,
Ils se battaient pour restaurer un ordre ancien, un contrat social traditionnel, où le roi était censé protéger son peuple de la faim et de l'injustice. Leur violence, c'était un appel désespéré pour qu'on revienne aux bonnes vieilles règles. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement la Rouen du XVIIIe siècle. C'est un dilemme qui est finalement intemporel sur la nature de la protestation. L'histoire de ces émeutes nous rappelle que la révolte, ce n'est pas toujours un désir de tout casser, mais parfois une demande, même violente, pour que le système tienne enfin ses promesses. Merci de nous avoir suivis